saviez-vous ? Le saviez-vous ? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répond. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM, ma première radio urbaine. Tous et bienvenue dans Le Saviez-vous, votre magazine du savoir, de découverte, mais aussi d'apprentissage. Et bien, en parlant d'apprentissage, aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'apprentissage. Je suis Karine Moutaali, c'est avec vous qu'on va passer quelques minutes. Mais on ne sera pas que vous et moi, on sera avec une invitée qui est spécialiste. Vous le savez, dans cette émission, on appelle nos invités des experts. Alors aujourd'hui, dans cette émission, ce soir, on aura une experte. Elle s'appelle Madame Jessica Ikete. Elle est donc présidente de l'ASBEL Orthokine. Elle-même, elle est logopède ou orthophoniste. Elle va nous expliquer ça d'un moment à l'autre. Une fois de plus, bienvenue dans Le Saviez-vous, fidèles auditeurs et internautes. Ce soir, notre numéro va se consacrer au trouble 10. Trouble 10, c'est quoi ? Il s'agit de quoi ? On parle de quoi ? Eh bien, je ne suis pas la mieux placée pour vous expliquer ce soir. Madame Jessica va le faire à ma place. Bonsoir, Madame Jessica. Bonsoir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Madame Jessica Ikete, bienvenue d'abord. Merci. Et bonne année. Oui, bonne année également. Je l'ai dit aux auditeurs tout à l'heure que vous étiez donc présidente de l'ASBEL Orthokine. On va vouloir savoir c'est quoi orthokine, mais également vous êtes logopède et orthophoniste. Orthophoniste, par contre, ça me parle. Logopède, par contre, c'est un peu difficile même pour moi. Ok. Alors, logopède, c'est un mot qu'on emploie plus en Belgique, on va dire, ou dans les pays qui ont été influencés par la Belgique. Dans logopède, on entend pède, qui signifie en fait éducation. D'accord. Et puis logo, langage, et donc c'est l'éducation, langage. Et puis au fur et à mesure que la logopédie s'est développée, c'est vraiment devenu la rééducation du langage. Donc en fait, c'est exactement le même métier qu'orthophoniste. D'accord. À savoir que orthophoniste, ortho veut dire droit, et puis phonie, c'est en rapport avec le son. Et c'est un peu ce que nous faisons, nous, les logopèdes orthophonistes. Moi, j'utilise ce titre ici à Kinshasa. Je dis logopède et puis orthophoniste. Je fais exprès de mixer les deux parce qu'on retrouve les deux termes, en fait. Et puis voilà, je suis diplômée de Belgique. J'ai travaillé en France aussi avant d'arriver ici. Et parfois, les gens connaissent orthophoniste. Parfois, ils connaissent logopède, mais c'est la même chose. Et donc, en effet, nous sommes spécialisés dans la rééducation du langage, oral comme écrit, la voix, la déglutition, la communication. C'est très vaste, en fait. Vraiment, pour être vaste, c'est vaste. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de ce trouble 10, de savoir de quoi il s'agit, on a envie de savoir, Madame Jessica, comment vous êtes en arrivée là, faire l'orthophonie, orthophoniste, être logopède. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, à vous lancer dans ce métier ? Bon, le premier souvenir que j'ai, c'est mon petit frère, en fait, a été suivi donc, en logopédie. Très tôt, je pense qu'il avait, il avait à peine 3 ans. Ma maman était inquiète parce qu'il avait des difficultés d'articulation. Donc, elle insistait beaucoup. Il a eu des séances. Donc, ça a été mon premier rapport à la logopédie puisque c'était en Belgique. Et je me souviens que j'étais très jalouse de mon frère parce qu'il pouvait aller donc, en logopédie chaque semaine. Et puis, pour lui, c'était très amusant. Il faisait plein de jeux. Il adorait son logopède qui s'appelait Édouard. Et puis, il se trouve, je me souviens très bien, c'était Édouard. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que quelques années plus tard, quand moi j'ai fait la logopédie, donc quand j'ai suivi les cours en logopédie, j'ai eu comme prof la promotrice et la directrice du centre de logopédie dans lequel mon frère a débuté, en fait, a été suivi pendant quelques années. Et puis, le premier emploi salarié que j'ai eu, c'est vraiment dans ce centre. Et je me suis retrouvée dans le local d'Édouard et de mon frère. Et donc, voilà. Donc, ça a été le premier rapport. Après, pourquoi la logopédie ? Je pense que déjà, à 17 ans, j'ai écrit... ma prof de latin nous avait demandé d'écrire le testament de ma jeunesse, en gros. Et elle nous avait demandé ce qu'on voulait faire. Et moi, je voulais être dans des études médicales, paramédicales sans être médecin. J'ai fait beaucoup de musique. J'ai commencé petite à 5 ans. Donc, je voulais pouvoir utiliser la musique comme outil, mais sans être musicienne. J'adorais écrire. Donc, je voulais en fait être un peu là-dedans, mais sans devenir écrivaine. Voilà. Et donc, en fait, j'ai essayé de trouver un métier qui pourrait rassembler tout ce que j'aimais.
Et il se trouve que la logopédie correspondait. En fait, ça me permet de faire tout ce que j'aime. Donc, jouer, chanter, toucher en fait à une partie de la médecine parce qu'on travaille avec des médecins. Et voilà, j'ai pu tout rassembler en un métier et du coup, c'est une passion. Et voilà, on va dire que vous êtes en train de vivre votre passion. Quand son travail est une passion en même temps, c'est l'idéal, on va le dire. Oui, parce que on s'ennuie jamais, on n'a jamais fini d'apprendre, et puis c'est pas un poids non plus, parce que c'est vrai que donc choisir d'être logopède orthophoniste, ça signifie beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'administratifs. Ici, dans le pays, ça nécessite de former aussi les autres, de sensibiliser, de communiquer. Et donc, voilà, ça doit vraiment être une passion parce qu'en fait, on n'arrête pas. Et c'est vrai que moi, dans l'orthophonie, dans ce que je fais, j'avoue, j'inclus toute ma famille, que ce soit mes enfants, que ce soit mon mari. Et on travaille même à l'intérieur de notre maison. Voilà, c'est un caractère très familial. Et voilà, c'est clair, il faut aimer en tout cas. Quand on se fait accompagner de sa famille, c'est l'idéal aussi en même temps. Alors, tout à l'heure, on a dit aux auditeurs et internautes qu'on parlerait des troubles 10. Troubles 10, c'est quoi? Est-ce que c'est une maladie? C'est un ensemble de maladies? Comment on peut comprendre ce trouble 10? Alors déjà, c'est pas une maladie, c'est un trouble. Donc il faut distinguer maladie et trouble. C'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qu'on attrape en fait, qui est contagieux. Donc c'est plutôt un trouble. Trouble, ça veut dire que on présente un langage qui est pas dans la norme, on va dire. Voilà. Alors les troubles 10, ce sont plutôt même des troubles qui sont, on va dire, invisibles. D'accord. Ça peut constituer un handicap si la personne 10 en souffre, en fait, et que ça l'empêche de vouloir réaliser ce qu'elle veut dans la vie. Mais pour certains, c'est pas vraiment un handicap, ça peut devenir une force, en fait. Alors, 10, ça s'écrit D-Y-S, donc ça signifie difficulté, en fait. D'accord. Et donc, dans les troubles 10, c'est une concomitance, en fait, de troubles. D'accord. Eh bien, il y a plusieurs types de troubles 10. Donc, il y a la dyslexie, donc difficulté en lecture. Mais donc, ça ne signifie pas simple difficulté en lecture. C'est vraiment un trouble de la lecture spécifique. Ça s'appelle trouble spécifique de l'apprentissage. Ça se différencie en fait d'une difficulté simple d'apprentissage. Pourquoi? Parce que c'est durable. Parce que les solutions classiques de répétiteurs, etc., on se rend bien compte que ce n'est pas la solution idéale et même parfois, ça peut augmenter les difficultés. Et c'est quelque chose qui ne disparaît pas, mais qui se compense. Donc, on a la dyslexie qui touche la lecture, la dysorthographie qui touche l'orthographe, on a la dyscalculie qui touche le calcul. Et puis, dans les troubles 10, on peut aussi inclure dedans le TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ces troubles 10, ça fait partie d'une grande famille de troubles qui s'appelle troubles neurodéveloppementaux. D'accord. Alors, il y a des gens qui pensent que troubles neurodéveloppementaux, on entend mental, oui, ils pensent que c'est un trouble mental. Mais voilà. Non, c'est pas ça, c'est pas être fou, c'est pas du tout ça. En fait, c'est un trouble qui touche le développement de l'enfant. Ça peut être son développement du langage, etc. Voilà. Alors, j'ai oublié de parler d'un autre trouble 10 qui est dyspraxie. Ça veut dire praxie, ça veut dire mouvement. D'accord. Donc, il y a des enfants qui peuvent avoir difficile à écrire parce que le mouvement des mains, c'est difficile, qui sont un peu maladroits, difficiles à s'habiller, faire les lacets, les mouvements des yeux qui se font pas bien et donc plus de fatigue au niveau oculaire. Et puis, il y a aussi la dysgraphie qui est le geste d'écriture, en fait. Voilà. Donc, ce sont des troubles qui touchent le développement de l'enfant. Voilà. Et il y en a d'autres. Je vous ai dit, il y a les troubles 10. Mais on a aussi le trouble du spectre autistique. Voilà, on a différentes choses dans les troubles neurodéveloppementaux. Alors, en clair, on va dire que c'est en gros trouble de l'apprentissage, que ce soit l'écrit, le parler, le mouvement, le comportement, tout ça entre donc dans ce trouble 10. Alors oui, les troubles 10, c'est troubles spécifiques des apprentissages. Et puis, fatalement, ce sont des troubles du langage, mais du langage écrit. C'est D'accord. important de dire ça, parce qu'il y a déjà des choses qu'on peut voir chez le petit enfant, parfois au niveau du langage oral, en fait. Voilà. D'accord. C'est pour ça que ce sont les logopèdes orthophonistes qui s'occupent de ça, parce que nous sommes spécialisés dans le langage, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut occasionner d'avoir ces différents troubles-là?
10 comme on le dit? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est dans les gènes? C'est occasionné par quelque chose? Bon, il y a des facteurs héréditaires. On trouve des familles de 10, hein, voilà. Juste avant, on n'en parlait pas, donc on ne savait pas, mais on trouve en effet des familles de 10. Après, il y a des choses qui peuvent majorer la difficulté et rendre plus visible la difficulté. Voilà, un enfant qui a pu souffrir un peu à la naissance, etc., bah, fatalement, ça peut accentuer les difficultés. Il y a des facteurs environnementaux, on va dire, voilà, une mauvaise alimentation. Il y a plein de choses qui peuvent accentuer les difficultés, en fait, voilà. Et c'est un fonctionnement, du coup, je disais bien, du cerveau atypique. Mais c'est pas une maladie, c'est pas dû à une négligence, c'est pas tout ça, en fait. Alors, si c'est pas une maladie, c'est un trouble, ça se soigne, ça se corrige. On parle de soigner ou on parle de corriger en ce moment-là? Alors, on parle plutôt de corriger. D'ailleurs, même le mot corriger ou remédier, d'accord? C'est plutôt remédier, c'est plutôt compenser. Alors, le mot corriger ou le mot même rééducation, quelque part, c'est un mot ancien, même si on l'utilise tout le temps, rééducation orthophonique, parce que je trouve que c'est un mot un peu ancien, parce que quand on dit rééduquer, alors on s'attend à ce que l'enfant ou l'adulte soit rééduqué et qu'il n'ait plus de troubles. Et que, voilà, qu'il n'y ait plus de difficultés. Or, c'est pas vrai. Ce sont plutôt des difficultés qui se compensent grâce à la rééducation. Et puis, en effet, on peut diminuer le degré de difficulté au point où vous ne pourriez pas vous dire que la personne qui est en face de vous est dyslexique ou un TDAH, voilà. Donc, en bref, on va dire que ces troubles-là ne se terminent jamais. On vit avec ça toute sa vie, sauf qu'on peut diminuer l'intensité des troubles. Oui, et au point où vous pourriez ne pas le savoir, en fait. Parce Vous-même que ou les autres? Les autres, mais la personne elle-même, non, en général, elle le sait, elle se connaît. Elle le sait quand on a posé un diagnostic, en tout cas. D'accord. Elle se connaît, elle a des moyens de compensation. Et puis voilà, à l'heure actuelle, on a les téléphones, smartphones avec prédiction de mots. On a les ordinateurs. Voilà, ce sont toutes des choses qui permettent de compenser. Alors d'ailleurs, je vais rebondir sur quelque chose. Il y a des 10 célèbres. Voilà, on a Bill Gates notamment, on a Bill Gates est un 10 célèbre, on a Will Smith, il y a des tas de gens connus, Whoopi Goldberg, président Kennedy, et d'ailleurs il y a beaucoup de publications là-dessus sur les réseaux sociaux notamment ou sur Internet, donc ça prouve bien que ça peut se compenser au point que personne ne sache. Ouais. Voilà. Si on n'en parle pas, on ne saurait pas qu'il y avait des 10 célèbres, hein. Voilà. Mais c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on en parle beaucoup pour déstigmatiser. Exactement. Parce que les étiquettes font mal. D'accord. Et puis un enfant 10 qui n'est pas reconnu comme 10 à l'école, fatalement, il souffre. Et puis, on peut le traiter de fainéant, parce qu'il faut savoir que le trouble 10 se rencontre chez des enfants qui ont une intelligence tout à fait dans la norme. Ce ne sont pas des enfants déficients intellectuels. Donc, fatalement, quand l'enfant, un jour, il travaille bien, le lendemain, un peu moins bien, parce qu'il est plus fatigable, parce qu'il a un trouble, etc., quand l'enseignant ne connaît pas ce trouble, il peut cataloguer l'enfant, en fait, de fainéant, ou s'il bouge un peu plus, de mal élevé ou de turbulent. Voilà, c'est un peu tout ça. Voilà, hyperactif et tout ça. Mais comment alors en ce moment faire le diagnostic? Comment on peut savoir? Parce que très généralement, je suis en Afrique. Souvent, quand on a des enfants comme ça, c'est difficile pour nous de nous dire que peut-être qu'il a des troubles 10. On se dit, voilà, c'est lié à l'enfance, à l'âge, au spirituel. D'ailleurs, on va en venir parce que j'ai eu en tout cas des questions là-dessus. Très souvent. Voilà, parlons du diagnostic. Comment on fait finalement pour savoir que cet enfant est comme ça? Bon, en fait, c'est clair qu'un diagnostic, le diagnostic au niveau du langage chez l'orthophoniste, mais le diagnostic, il est plutôt pluridisciplinaire. Mais avant de se dire je dois aller consulter quelqu'un pour avoir un diagnostic, en effet, faut déjà savoir peut-être que ça existe ou avoir entendu parler brièvement ou voilà, en tout cas avoir peut-être fait des recherches sur Internet et puis se dire, ici en tout cas en Afrique c'est comme ça, et puis se dire tiens, mon enfant a bien quelque chose de particulier, donc je dois aller consulter un professionnel, parce que c'est vrai que si on n'en a jamais entendu parler, eh bien, souvent, que fait le parent? S'il a un petit peu plus de moyens, il va aller chez le répétiteur,
qu'il ne connaît pas forcément. Exactement. S'il a moins de moyens, en effet, il y a beaucoup de gens qui évoquent des causes spirituelles, etc. C'est un peu ce qui se passe avec les enfants de la rue. Hein. Il y a beaucoup d'enfants de la rue qu'on catalogue de turbulents. Il y en a qui avaient des difficultés de langage et tout. Mais à coup sûr, on est souvent quand même dans le champ des troubles neurodéveloppementaux. Mais en tout cas, à partir du moment où on a été sensibilisé, qu'on a pris connaissance de tout cela, c'est clair que c'est important d'aller voir un professionnel. Et un professionnel de la santé qui connaît les troubles 10. Parce que c'est pas très connu, fatalement. Exactement, voilà. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Vous pouvez aller même chez... donc la personne, le docteur qui normalement pose le diagnostic, c'est plutôt un neuropédiatre. Voilà. Encore faut-il avoir un neuropédiatre. La neuropédiatrie n'existe pas réellement même au Congo, bien qu'il y ait des gens qui se soient intéressés à la neuropédiatrie et qui sont quasiment neuropédiatres parce qu'ils ont travaillé avec des neuropédiatres, etc. On en a quelques-uns quand même, et puis on en a diplômés aussi, hein, d'Europe notamment. Après, si en effet vous allez chez un médecin qui ne connaît pas, ça devient un peu compliqué. D'accord. Voilà, donc c'est clair qu'il faut s'adresser à des pros qui maîtrisent un peu. Enfin, qui maîtrisent même pas un peu, qui maîtrisent. Alors, un bilan, comment ça se fait? Un diagnostic, comment ça se fait? Le médecin va poser un diagnostic sur base de différents bilans. D'accord. C'est clair que dans le cas du trouble 10, il va vous demander le bilan de langage. Langage écrit notamment, langage oral, les facteurs associés, chez le logopède orthophoniste. Mais il va aussi vous demander normalement un bilan chez un psychologue qui va en fait tester... faire un bilan psychométrique. En gros, de façon simplifiée, il va tester le quotient intellectuel pour voir quelles sont les forces, les faiblesses de l'enfant. Et puis, je vous ai dit, un trouble 10, c'est chez un enfant qui a un quotient tout à fait dans la norme. Alors, un psychologue qui est plus spécialisé dans ce qui s'appelle la neuropsychologie, il va tester l'attention. Donc, essayer de voir pourquoi l'enfant a des difficultés à se concentrer, et de nouveau, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, etc. Comment il fonctionne, en fait, globalement. Voilà. Et puis, parfois, il peut demander d'autres bilans. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous les pros rassemblés. C'est ça, la difficulté. Et c'est bien que nous ayons l'occasion de parler sur les antennes parce que on a besoin d'avoir, en effet, des écoles qui s'ouvrent dans ces sections et puis être accompagnés par nos pays. Voilà. Alors, l'orthophonie va débuter, la logopédie va débuter cette année à l'UPN. D'accord. Voilà, ce seront les baccalauréats, ceux qui ont fait 3 ans. Ça peut être en psycho, en médecine, infirmier, etc. Les options paramédicales qui pourront accéder à la licence, en fait, en logopédie. Après, ça existe quand même dans d'autres pays d'Afrique. Voilà, donc voilà, en Côte d'Ivoire, c'est pas forcément au Congo, mais il y a quand même des sections qui se sont ouvertes, voilà, au Togo, en Côte d'Ivoire. Il y a même une fédération des orthophonistes d'Afrique francophone. Voilà. Mais dans le contexte congolais, puisque nous sommes au Congo, avant même de parler de l'Afrique, puisque nous sommes au Congo, comment s'en sort ceux qui sont ici? Puisque on vous a sous la main, vous avez votre SBL. Qu'est-ce que vous faites pour arriver à aider ceux qui sont déjà là? Est-ce que vous faites des campagnes? Qu'est-ce que vous faites Alors, avec nos petits moyens, on a essayé de sensibiliser. Fatalement, ça a été plus facile au départ de s'adresser à des gens qui étaient peut-être déjà plus sensibles parce qu'ils avaient des enfants qui avaient des troubles neurodéveloppementaux, donc l'autisme, etc. Après, il faut dire que tous les Congolais, en gros, de la diaspora qui est revenu, nous a aidés aussi à informer, du coup à informer dans les familles. On essaie de passer aussi sur les antennes radio à la télévision. Après, c'est clair, c'est une goutte d'eau, on en est tout à fait conscient. Maintenant, on essaie aussi, par le biais des réseaux sociaux, d'informer beaucoup. Pour le moment, c'est juste Facebook, mais on informe. Notamment, moi, j'informe beaucoup. Déjà, même sur mon profil, je publie tous les jours pour que les gens soient sensibles. Et puis, je parle aussi de ma vie, parce que j'ai une petite fille qui est 10. D'accord. Voilà, parce que dans ma famille, il y en a eu d'autres. Donc, j'utilise tout ce que je peux utiliser dans la vie de tous les jours pour sensibiliser là-dessus, pour pousser les gens à s'informer quand ils peuvent le faire. Parce que je suis consciente que tout le monde ne peut pas le faire. D'accord. Mais, comment vous dire, je pense que c'est la collectivité, et ce sera en étant intelligents tous ensemble qu'on va pouvoir aussi informer. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, en fait.
Très bien. On a reçu des questions, en tout cas, de notre micro-baladeur, comme je l'ai disais tout à l'heure, on va revenir sur ça, où on a beaucoup parlé de ces troubles 10 là comme une maladie européenne, une maladie des riches, une maladie, bon, allez, je vais le dire comme on a dit, une maladie de blanc. OK? Alors qu'on est en Afrique, puisqu'on vous entend parler, ça veut dire que ça existe ici d'ailleurs beaucoup. Ce sont à peu près les enfants assimilés aux enfants sorciers, j'ai comme l'impression, parce qu'on ne comprend pas toujours. Quelle est la prévalence, en tout cas, d'enfants présentant ce genre de troubles en Afrique? Alors, j'ai beaucoup questionné justement mes collègues d'Afrique francophone, je spécifie. La prévalence, elle semble un petit peu plus importante justement qu'en Europe apparemment, d'après ce qu'ils disent. Donc en Europe, en Occident, on est à peu près à 4 enfants sur 20. D'accord. Apparemment en Afrique, on monte à 6 enfants sur 20 avec des troubles des apprentissages. Maintenant, a-t-on la certitude que ce sont des enfants avec des troubles 10 ? Oui. Je ne peux pas l'affirmer parce que comme les études viennent de débuter quelque part en Afrique, on n'a sans doute pas encore poussé très loin les recherches, etc. Mais en tout cas, une chose est certaine, ça existe en Afrique. Les professionnels formés qui sont orthophonistes reconnaissent que ça existe en Afrique. Et voilà, en fait, ce n'est pas du tout un trouble qui touche uniquement les enfants de l'Occident. Non, non, on en a bien ici et avec moins d'aide en plus. Très bien, fidèles auditeurs, je rappelle à tout le monde, en tout cas vous tous qui êtes connectés avec nous, que ce soir nous sommes avec Madame Jessica Ikete, qui est donc présidente de l'ASPL Orthokin. Elle est logopède et orthophoniste, c'est la même chose, elle a expliqué tout à l'heure. Et nous parlons de troubles 10, elle nous l'a bien expliqué qu'il y a plusieurs troubles. Très souvent, en tout cas, vu les questions qui nous sont parvenues, on parle d'autisme. C'est plus ce qui est connu, mais est-ce que l'autisme fait réellement partie de ces troubles 10 et est-ce qu'en Afrique, il y en a beaucoup plus? Alors, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, mais ce n'est pas un trouble 10. D'accord. Mais je vous ai dit que les troubles, en fait, peuvent être concomitants. D'accord. Donc, du coup, on peut imaginer un enfant avec un trouble du spectre autistique qui pourrait avoir un trouble 10, on va dire. Voilà, notamment les enfants Asperger. Parce que vous savez, l'autisme, le spectre, il est très large. On a des enfants qui ne parlent pas, on a des enfants qui parlent, il y en a même qui font l'université. Et voilà, maintenant, c'est dans la même famille. Mais c'est vrai que j'ai été confrontée à cette difficulté au départ. C'était que lorsque je parlais de troubles 10 ou d'hyperactivité, souvent les médecins me disaient est-ce que vous êtes certaine que ce n'est pas de l'autisme ? Alors que non, ce n'était pas du tout de l'autisme, ce n'est pas le même tableau clinique, etc. Volontairement, moi, je ne l'ai jamais caché, je parle de l'autisme, mais volontairement, quand je suis arrivée ici, j'ai décidé de parler des troubles 10. D'accord. Parce que l'autisme, il y avait déjà eu de la sensibilisation. Mais les troubles 10 pas. Or, ce sont les enfants qui, selon moi, souffrent le plus dans le milieu scolaire parce qu'ils ne sont pas reconnus, en fait. D'accord. Voilà, c'est ceux qu'on traite de fainéants, d'impulsifs, de têtus, voilà. Et c'est ceux qui souffrent le plus. Et souvent, les parents essaient de mettre en place ce qu'ils peuvent comme aide, mais ça arrive très souvent que les aides, en fait... les aides ne vont pas combler, en fait, la difficulté réellement, en fait. Parce que ce n'est pas de cette aide-là primordiale dont l'enfant a besoin. Un enfant 10, on peut imaginer qu'il peut être suivi par son répétiteur ou par son parent, mais il a besoin normalement d'une prise en charge à côté. Maintenant, c'est clair qu'une prise en charge, tout le monde ne peut pas. C'est coûteux aussi, ce n'est pas de toutes les bourses. Alors, c'est pour ça que nous, on encourage les parents, en tout cas, à se former. D'accord, oui. Avec tout ce qu'on trouve, parce qu'il y a aussi des choses gratuites en ligne, etc. Et à se former quasiment comme un professionnel. Et pourquoi ? Parce que ce parent, lorsqu'il va s'adresser aux parents, aux enseignants, ce parent, lorsqu'il va s'adresser aux professionnels de santé, en fait, en gros, il connaîtra réellement son enfant. Et il y a vraiment des gens ici, notamment à Kinshasa ou ailleurs dans le Congo, qui se sont vraiment formés comme des professionnels et qui apportent une aide adéquate, en tout cas, à leur enfant. Très bien. Alors, est-ce qu'il faut forcément, puisque vous avez parlé d'écoles d'apprentissage où on leur traite de fainéants, alors qu'en principe, ils ont des problèmes de troubles 10, est-ce qu'il faut absolument une école spécialisée pour ces enfants-là, une école dans les normes avec des professeurs qui sont formés, ou bien il y a moyen qu'ils soient dans l'école où il y a tous les autres, mais il faut quand même une spécificité pour eux?
Alors, j'ai entendu le mot formation pour les enseignants. En réalité, c'est ça qu'il manque. D'accord. Alors, nous sommes à une époque où on prône l'inclusion, une société inclusive. Moi, je dirais que les enfants de 10, en tout cas, la majorité, ils ont tout à fait leur place en école ordinaire. D'accord. Le problème est que les enseignants ne sont pas formés là-dedans, mais selon moi, un enfant de 10, il a rarement sa place en école spécialisée. Mais le contexte de l'Afrique fait que je peux comprendre pourquoi certains se disent il nous faudrait créer en effet une école spécialisée, peut-être pour gagner du temps en termes de formation, etc. Mais voilà, mon sentiment premier, moi je prône vraiment l'école inclusive. C'est clair que ça va prendre du temps parce qu'on doit gagner en formation de professionnels logopèdes, orthophonistes, psychomotriciens, orthopédagogues, etc., dans ce champ d'aide pour ces enfants. Mais en plus, on doit former les enseignants à cette école inclusive et à la différenciation. Normalement, c'est un grand défi qui nous attend parce qu'en réalité, en Afrique subsaharienne, on doit gagner 17 millions d'enseignants nouveaux formés dans la différenciation. Maintenant, c'est un fameux défi. Il faut le faire, voilà. Mais pour nos enfants qui sont là, est-ce qu'il y aura une réponse immédiate? Peut-être pas. Alors, c'est comme ça qu'il y a des parents qui décident de scolariser leurs enfants à la maison. Ça arrive. Et dans tous les milieux. Et notamment dans les milieux où il y a moins de moyens, quand les parents ont eu la chance d'étudier, etc., il y en a qui décident de ne plus mettre leur enfant à l'école parce que les enfants tombent en dépression, ils sont en souffrance, ils sont pas bien en école spécialisée parce que c'est pas leur place et réellement, c'est pas la place... en tout cas de la majorité des enfants 10, et voilà. On est avec un grand point d'interrogation et des choses à mettre en place. Le chemin est encore long, oui, il y a beaucoup de travail, mais il faut bien commencer quelque part, et ça, on dit vraiment bravo à Orthokin, qui essaye quand même de faire quelque chose, de mettre, de jeter les bases, comme on dit. Mais ce problème de formation, on le voit du côté des professeurs, mais pour les autres, parce que si on parle d'école inclusive, on va le dire, mais les autres qui n'ont pas des troubles, s'il faut le mettre tous ensemble, est-ce que la manière d'enseigner, on va tout mettre, ils pourront peut-être voir que, comme vous serez ils seront jaloux des autres, il y a beaucoup plus d'attention pour tel ou tel, ça ne va pas créer... En fait, ce qui est génial, c'est que lorsque on forme les enseignants réellement à l'inclusion, alors, on est plus dans une approche en réalité d'éducation universelle avec des pédagogies qui sont un petit peu plus alternatives. Et ce qui est mis en place pour les enfants en difficulté et pour la différenciation, en réalité, c'est utile à tous les enfants. D'accord. Maintenant, c'est clair que ce type d'approche, ce n'est pas juste l'enseignant face à l'enfant, qui livre tout son savoir, qui est là, quoi. Lui face aux enfants, l'adulte face aux enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est des classes où on provoque plus d'interactions, où on fait travailler les enfants ensemble, les enfants qui n'ont pas de difficultés particulières deviennent tuteurs des enfants plus en difficulté. Voilà, c'est un peu ça en fait. Voilà. Alors, vous m'aviez justement posé la question aussi de ce qui m'a amené à la logopédie orthophonie. Il faut savoir que lorsque j'étais à l'école, j'étais une bonne élève, mais je pouvais être dérangeante parce que j'avais fini très vite, etc. Du coup, je parlais. J'avais sans doute comme un trouble de l'attention qu'on n'avait pas vu. D'accord. Mais la chance, c'est que j'étais bonne à l'école. Et en fait, donc, j'avais une enseignante, elle a essayé de trouver toutes les punitions possibles, écrire des prières pour le lendemain, enfin, plein de choses. Finalement, elle m'a mis avec les enfants en difficulté en remédiation scolaire. Et moi, ça a créé une vocation chez moi parce que j'ai voulu comprendre comment fonctionnaient les autres. Et notamment, une de mes copines, qui est devenue même psychologue par après, qui a travaillé avec moi, je voulais savoir comment elle fonctionnait dans sa tête, etc. Parce que je la trouvais super intelligente et tout ça. Mais quand on comparait nos bulletins scolaires, je voyais toujours qu'elle avait plus de difficultés que moi. Or, j'étais convaincue que elle était tout aussi intelligente que moi, en fait. Et quelque part... l'école avait mis en place comme un tutorat, et donc c'est pour vous dire qu'il y a bien des solutions qui existent, mais ça oblige à changer sa façon de voir les choses. C'est un peu comme quand on parle de société inclusive, fatalement, ça demande une grande ouverture et des changements
eh bien l'école c'est pareil en fait. Mais en réalité, ils ont bien leur place ensemble. Puisqu'on parle de ces enfants, on parle de la société, on parle du lendemain, est-ce que ces enfants ont un avenir, ces enfants qui ont des troubles 10, puisqu'on dit que c'est vrai qu'après un moment, on parle du contexte de l'Afrique et du Congo, est-ce qu'ils ont un avenir? Ils pourront faire des métiers sans problème? Mais oui, évidemment. Après, je dirais que mon expérience ici à Kinshasa m'a fait découvrir des adultes qui devaient avoir des troubles 10. J'en ai retrouvé chez les infographes, beaucoup dans le milieu artistique, en fait, les infographes, etc. Des gens tout à fait intelligents, mais vous sentez que c'est comme s'ils gèrent quelque chose au niveau de l'attention, peut-être un peu plus impulsif et tout. Mais après, j'en ai trouvé beaucoup dans les artistes. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait dans les sportifs. Et donc, oui, évidemment qu'ils ont un avenir. Après, ces personnes adultes, si elles n'ont pas été diagnostiquées, en fait, en somme, elles ne le savaient pas, mais ça ne les a pas empêchées de faire des choses. Mais, en effet, l'attitude des parents va jouer beaucoup. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'on parle souvent des enfants vulnérables, et comme les enfants de la rue, par exemple, mais les enfants vulnérables, ils sont partout, même dans les familles qui ont plus de moyens. Un enfant 10 qui n'a pas été repéré, qu'on met en souffrance, qu'on est toujours en train de gronder, voilà. Et si le parent ne croit pas au potentiel de son enfant, et s'il tombe dans une école où on ne le comprend pas du tout, en effet, on peut créer de l'analphabétisme, en fait, par exemple. On peut créer un handicap. Voilà, donc tout va dépendre de l'attitude. Parlons de l'orthoquine. Est-ce que vous avez des enfants ici que vous suivez? Si oui, combien? De quel âge? Est-ce qu'il y a, vous prenez à partir d'un certain âge ou comment ça se passe, en fait? Alors, comme je me suis formée au bilan précoce du langage, c'était notamment pour ma fille, parce que j'avais repéré très tôt qu'elle avait des difficultés, on a déjà des petits en dessous de 3 ans. D'accord. Alors ça, c'est... C'est pas un peu tôt? J'ai trouvé que c'était particulier au Congo. En fait, c'est des gens, au final, qui suivaient les publications sur les réseaux sociaux, qui se sont informés beaucoup et qui se rendaient compte que leur enfant n'évoluait pas de la même façon. Voilà. Et donc, j'ai des gens qui viennent déjà en dessous de 3 ans. Alors, ça ne veut pas dire que l'enfant va venir chaque semaine en séance, mais on va guider les parents, en fait. On peut faire de l'intervention indirecte. Donc, il y a déjà des enfants de 2 ans et demi, 3 ans. Et après, ça peut être... en général, on les a jusqu'à... On peut avoir des grands de 14, 15 ans, même certains de 17 ou 18 ans, mais ça va dépendre de l'enfant, de la prise de conscience de sa difficulté, quand on l'a repéré, etc. En fait, voilà, c'est un peu ça. Alors, normalement, on devait avoir un petit ami, en tout cas, avec nous. C'est un jeune garçon avec nous, mais qui n'est pas avec nous. On devait avoir une jeune fille aussi, mais qui ne sera pas avec nous non plus. Mais n'empêche que, madame, vous pouvez répondre. Comment un enfant dyslexique peut se gérer? Est-ce qu'il peut s'auto-gérer lui-même ou bien il a besoin qu'on le gère forcément? Alors, il y a les deux profils. D'accord. Un enfant... à qui on a répondu aux questions sur son fonctionnement, qu'on a accompagné en termes de stratégie, qui se connaît bien, qui tombe chez un enseignant qui l'aide à être autonome, à se gérer, il va bien se gérer en fait, si on lui donne tous les outils. D'accord. Mais un enfant à qui on n'a pas permis ça, notamment dans le contexte scolaire, qui ne se connaît pas encore trop, qui n'est peut-être pas forcément bien... dans sa peau par rapport à son trouble, etc., ça va être plus difficile au début, mais c'est ça le défi. Donc, comme je vous dis, tout dépend de l'attitude première, des expériences qu'a eu l'enfant, etc. Alors, j'ai appris qu'il y a beaucoup d'enfants quand même qui communiquent mieux l'écrit par le téléphone, il y a des smartphones. Comment ça se passe? Et pourquoi ils choisissent cette manière de faire les choses? Bon, parce qu'ils sont super intelligents et qu'ils ont compris que c'était des outils qui aidaient. Alors, le smartphone, il y a ce qui s'appelle la prédiction de mots. Quand vous tapez sur votre téléphone, il y a des mots comme ça qui se proposent. Exactement. Oui. Et donc, ça arrive qu'ils jouent comme ça au départ avec leur smartphone, où ils voient papa, maman utiliser. Et donc, c'est ça qui aide, en fait. Ils n'ont pas... c'est comme s'ils ne devaient pas aller rechercher dans leur tête immédiatement comment s'écrit le mot. On leur fait des propositions, ils choisissent. Et c'est ça qui facilite la tâche. On a la même chose sur les ordinateurs. Voilà. Enfin, après, il y a des ordinateurs qu'ils préfèrent à d'autres. Hein. Mais tout dépend de nouveau des moyens des parents. Ah oui. Mais en général,
Quand ils ont la chance d'avoir un papa ou une maman qui a un ordinateur Mac, ils voient la différence avec l'autre ordinateur. Et puis, vous savez qu'à l'heure actuelle, les PDF peuvent se lire. Les PDF peuvent se lire. Internet, pareil. Il y a tout ce qui est vocal. Et c'est pour ça que c'est plus facile. Et ils comprennent très bien que c'est un outil qui peut les aider à communiquer et où on verra beaucoup moins qu'ils ont des difficultés d'orthographe, en fait, ou de lecture. Tout à l'heure, on parlait des enfants ou des parents qui choisissent justement de faire école à la maison à leur enfant, comme vous avez dit, homeschooling. Alors, le programme qu'on apprend à ces enfants-là, est-ce que c'est un programme spécifique? Est-ce que c'est un programme qui existe ici en République démocratique du Congo ou on le tire d'ailleurs? Eh bien voilà, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que non, on n'a pas de programme en République démocratique du Congo, quoique il y a des parents qui pourraient s'inspirer des manuels qui existent, parce qu'il y a quelques manuels qui commencent à se vendre, etc. Voilà, ils pourraient s'inspirer de cela. Il y en a qui pourraient s'inspirer de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des tas de groupes Facebook qui aident, etc., à mettre en place le homeschooling. Mais évidemment, on ne va pas le cacher, les parents qui se tournent vers le homeschooling sont des parents qui peuvent au moins payer ce homeschooling. D'accord. Alors, le homeschooling, c'est quoi? Souvent, les parents choisissent, s'ils sont francophones, des cours qui viennent de France, par exemple, parce que l'enfant peut avoir un certificat de scolarité, en fait. Voilà. Alors, est-ce que c'est adapté? Oui, il y a des écoles qui font des programmes spécial 10. Mais attention, programme spécial 10, ça ne veut pas dire que l'enfant ne voit pas la même matière. C'est plutôt des aménagements comme on donnerait dans les écoles. Une autre police d'écriture, plus aérée, des images. Voilà, en fait, en tout cas, une façon de faire plus adaptée au 10. La possibilité d'écouter les leçons d'histoire, géographie en audio, voilà, c'est un peu tout ça. Comme ce qu'on ferait dans une classe, on va dire, quand c'est possible de le faire. Voilà. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question. En effet, les parents se tournent vers des solutions plutôt extérieures pour ce certificat de scolarité. Alors en somme, il y a de tous les prix. D'accord. Et évidemment, c'est un contenu de cours qui arrive. Et les enfants sont évalués en rendant des devoirs, en fait. D'accord. Voilà, mais les gens qui choisissent ça, à un moment... ils sont contraints, en effet, de peut-être de quitter le pays à un moment, mais je pense que ça fait plus d'une génération où des gens choisissent ça, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais on y gagnerait à avoir ça, à pouvoir le faire au Congo, avec des programmes adaptés à la culture congolaise. Exactement. Voilà, ça c'est clair. Très bien, je rappelle aux auditeurs que nous parlons des troubles 10 avec Madame Jessica Ikete, dont le saviez-vous, quelques questions en tout cas ont été posées par les auditeurs, on va le dire. On a fait un tout petit peu balader le micro de UFM pour voir comment ces troubles 10 est perçu à Kinshasa. Est-ce qu'on connaît? Je pense qu'on va écouter les auditeurs et on revient dans un instant. Bonsoir, le saviez-vous? Pour nous, la dyslexie et l'autisme, ou encore d'autres maladies, sont des maladies des Blancs. Et en Afrique, c'est pour des riches essentiellement. Est-ce que... je ne sais pas comment est-ce que vous voyez cette façon de réfléchir. Merci. Bonsoir, les saviez-vous? Je voudrais savoir, ici à Kinshasa, parfois les troubles 10 ou même l'autisme sont considérés comme du domaine de la sorcellerie. Alors j'aimerais savoir comment faire comprendre aux gens que ce n'est pas ça. Bonsoir les saviez-vous? J'ai une question pour vous. Ma question est de savoir, est-ce que les enfants qui ont de parents avec de troubles 10 sont plus disposés à en faire aussi? Parce que leurs parents ont des troubles. De retour, fidèles auditeurs, vous êtes à l'écoute de votre magazine de Le Saviez-vous? Je suis Karine Moutali à la présentation. Si vous venez de nous rejoindre, depuis plusieurs minutes en tout cas, on est en train de parler des troubles 10 avec notre experte. Pour ceux qui connaissent cette émission, on parle d'experts, puisqu'ils savent de quoi ils parlent. On a Madame Jessica Ikete qui est présidente de l'ASBEL Orthokin. Elle est logopède orthophoniste plutôt, et on parle donc des troubles 10. Alors, Madame Jessica, on vient d'écouter quelques auditeurs, en tout cas, notre micro s'est baladé. Plusieurs questions, notamment des questions que vous avez déjà eu à répondre, mais on va quand même revenir là-dessus.
Premièrement, c'est l'autisme qui revient beaucoup. Alors, l'auditeur parlait que, voilà, il y avait un voisin, l'enfant était autiste, mais finalement, ça, on a connu après, mais on parlait plutôt de sorcellerie. Est-ce que vous rencontrez des gens comme ça qui parlent de l'autisme comme la sorcellerie? Alors, les gens qui viennent nous consulter ne parlent pas de l'autisme comme la sorcellerie, parce que ce sont des gens qui se sont beaucoup questionnés, qui ont eu leur part de souffrance aussi par rapport à cela. Par contre, sur les antennes radio, en effet, on me pose systématiquement ces questions sur la sorcellerie et je réponds toujours qu'il y a lieu de se poser quand même s'il y a d'autres explications, parce qu'il y a d'autres explications en tout cas... voilà, que de la sorcellerie, en tout cas. Voilà, il y a une autre explication que cela, et ça mérite de chercher les informations. Voilà, parce que ces mots sorciers sont des mots qui stigmatisent, font mal aux familles. Voilà, on entend de tout, hein, des enfants sacrifiés, etc. Mais non, pour moi, c'est pas une réponse évidemment acceptable, en fait. Voilà. Très bien. Alors, l'autisme n'est pas un trouble 10. L'autisme, ça fait partie des troubles qu'on appelle neurodéveloppementaux, des troubles dans le développement de l'enfant. Et parmi ces troubles neurodéveloppementaux, en effet, il y a les troubles 10 et d'autres choses. Et ça peut être, comme je disais, concomitant. On parle de constellation de troubles. Mais ça reste un trouble, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, ça ne s'attrape pas, donc ce n'est pas une maladie. Mais ils ont beaucoup quand même des réactions quand même assez atypiques qui paraissent, en tout cas. Hein. Ils n'aiment pas qu'on les touche, ils ont un certain, comment on va dire, un certain schéma bien tracé dans leur tête. Oui, c'est vrai. Après, quand vous dites, ils n'aiment pas qu'on les touche, il y en a qui n'aiment pas les étiquettes, il y en a qui n'aiment pas les bruits forts. Faut savoir que ça, ce sont des troubles de l'intégration sensorielle et ça se présente aussi chez des enfants qui ne sont pas autistes. On peut avoir ça chez les petits-enfants, on peut avoir ça chez les 10, on peut avoir ça même chez certains adultes. Ce sont des troubles de l'intégration sensorielle, en fait. Alors, il y a des choses qu'on trouve sur Internet là-dessus. Voilà, notamment quand on tape sur Google, on trouve des infos là-dessus sur comment gérer ça, les signaux, comment gérer les signaux sensoriels chez mon enfant, en fait. Voilà. Eh bien, ça, il faut vraiment beaucoup nous éduquer, nous former, surtout en Afrique et à Kinshasa, en RDC. On s'informe pas beaucoup. Hein. On reste sur les idées reçues très souvent et ça, c'est un danger, c'est un grand danger. Alors, l'autre préoccupation, c'était de savoir est-ce que ces troubles 10, c'est seulement à l'enfance qu'on peut le découvrir, on peut le découvrir à l'âge adulte, ou ça peut naître à l'âge adulte? Alors non, c'est un trouble du développement, donc fatalement, c'est les premières apparitions, on voit ça chez l'enfant. D'accord. Maintenant, un enfant qui n'a pas été diagnostiqué, qui arrive à l'âge adulte, évidemment qu'on peut le diagnostiquer chez l'adulte. Et d'ailleurs, il y a des parents qui découvrent qu'eux-mêmes, ils ont un trouble parce que ils se rendent compte des difficultés de leur enfant, d'un de leurs enfants, puis ils se disent, mais cet enfant me ressemble, etc. Et donc, quand on met l'étiquette, on va dire, et qu'on pose le diagnostic pour leur enfant, eh bien, les parents se rendent compte qu'ils avaient le même genre de difficultés, en fait. Très bien. Alors, Madame Jessica, tout à l'heure, Harmonie avait un souci de savoir est-ce que c'est une prédisposition des parents pour avoir un enfant qui a des troubles 10? Est-ce que ce sont les gènes des parents qui sont comment, il y a une malformation quelque part et du coup l'enfant naît avec? Bon, l'enfant ne naît pas avec le trouble. D'accord. Maintenant, il y a bien des facteurs héréditaires et des facteurs qui prédisposent et des causes qui peuvent accentuer le fait qu'on va avoir un trouble, en fait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait des anamnèses, qu'on dresse l'histoire de l'enfant depuis qu'il est petit, depuis même le ventre de sa maman, en fait. Voilà. Mais évidemment, on a des familles de 10. C'est un peu le jeu de la loterie, comme ça, on va avoir un dyslexique, un qui est hyperactif. Alors, le bégaiement aussi, c'est un trouble, un fonctionnement du cerveau qui est atypique, par exemple. Donc, ça va être le jeu de la loterie, en fait. Voilà. Ça, mais je dirais qu'il y en a... Moi, je trouve qu'il y en a quand même dans beaucoup de familles, dans quasiment toutes les familles, en fait. Quand on questionne, on en trouve toujours bien un. Ça peut être un bègue, ça peut être... Voilà. Il y a des choses dans toutes les familles. Je suis sûre que ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment sont en train de se poser des questions, en train de commencer à regarder les enfants, à se regarder soi-même aussi, parce que je connais quand même beaucoup d'adultes hyper actifs, et puis maintenant, là, ils vont se poser la question... j'ai dit ça, j'ai dit rien. Hein. Des gens qui dorment pas pour rien, comme ça, et puis voilà.
S'il fait rien, c'est un problème. Il doit faire absolument quelque chose. Hein. Bon, après, c'est comme quand on fait des études dans ce secteur-là. Bah, quand on est à l'université ou en haute école, évidemment, on s'analyse, on se pose plein de questions et on trouve tous qu'on a un trouble, en fait. Mais à la limite, tant mieux, c'est bien parce que c'est se rendre compte qu'on a tous des fonctionnements différents. Mm-hmm. Et qu'on a tous des intelligences aussi, on est tous intelligents en fait en gros, et puis ça permet de mieux accepter cette différence et de la voir comme une richesse. Donc tant mieux si ça questionne. Alors notre auditeur tout à l'heure voulait aussi savoir comment le cerveau d'un dyslexique fonctionne. Est-ce qu'il voit des mots en envers ou bien il voit des B à la place de F? Comment ça fonctionne? Alors, en effet, un enfant dyslexique, il peut faire ce qui s'appelle des confusions visuelles. Donc, le B, il le voit D. Et puis, il voit tout un peu comme en 3D. Hein. Vous voyez, je sais pas, vous prenez une bouteille, vous la tournez dans tous les sens, c'est toujours la même bouteille. Eh bien, donc, l'enfant dyslexique, il va confondre pendant longtemps, par exemple, les lettres diversement orientées. À savoir que la dyslexie, évidemment, se diagnostique après... 1 an d'apprentissage et de bon apprentissage, pas défaillant. Parce qu'un enfant qui débute l'apprentissage de la lecture, c'est normal qu'il commette ce genre d'erreur. Okay? Donc, c'est au bout d'un certain temps. Il y a ça, quand il écrit, il va confondre des sons qui se ressemblent. Donc le F, le V, etc. Il va avoir plus de mal à respecter les accords, par exemple grammaticaux, parce qu'il doit réfléchir donc, à l'orthographe des mots, réfléchir à faire attention donc, à mettre les accords, à faire attention à ce que son écriture soit jolie. C'est comme s'il était en multitâche tout le temps, comme si c'était un marathon, donc ça le fatigue beaucoup plus. Exactement. Voilà. Alors, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a différents types de dyslexie, différents types de dysorthographie, différents types de dyscalculie. Là, ça peut faire l'objet carrément d'une émission. Mais en tout cas, quand on a des doutes, c'est bien d'aller voir un pro où il existe des questionnaires. Il existe un questionnaire en ligne qui s'appelle Indentidys. Où le parent répond au questionnaire et puis ça donne, quand il a fini de répondre au questionnaire, ça lui donne une analyse en fait. Voilà, il y a des choses qui existent en ligne. Il y a aussi des questionnaires pour avant l'entrée en première primaire. C'est, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros, il y a des questionnaires en tout cas en ligne en fait. Très bien, ça c'était pour les auditeurs. Mais vous-même qui êtes ici en République démocratique du Congo avec Orthokin, vous êtes à Kinshasa. Est-ce que vous avez eu le temps de voir comment c'est perçu finalement ici en République démocratique du Congo? Est-ce que vous êtes aussi allé vers les autorités pour en parler, pour chercher des solutions? On cherche des solutions. Elles ne sont pas toujours entendues parce que, en effet, je pense que même du côté de certaines personnes, autorités ou pas autorités, il y en a qui se disent que c'est peut-être pas quelque chose d'essentiel, qu'il y a des choses plus graves pour les enfants qu'un trouble des apprentissages. Voilà. Après, il y a des autorités, évidemment, qui sont conscientes puisqu'elles nous consultent pour leur enfant. Voilà. Et c'est pour ça, moi, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que les solutions pour notre pays, la République démocratique du Congo, je pense qu'on pourra les trouver ensemble. Et j'insiste là-dessus en disant qu'on doit vraiment coopérer. C'est pas Orthokin seul qui va pouvoir solutionner. C'est pas un parent seul qui va pouvoir solutionner. C'est pas l'État seul. On doit vraiment tous fonctionner ensemble. Et c'est ça le grand défi, en fait, c'est d'avancer de façon collective. Et donc, le premier pas, je pense que c'est de sensibiliser, de parler de plus en plus. Maintenant, nous sommes très conscients qu'il faudra peut-être même une génération pour... informer beaucoup là-dessus, mais en tout cas, autant le faire, quoi. Voilà, alors oui, évidemment, des gens nous approchent aussi, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il y a des choses plus importantes que ces troubles des apprentissages. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui disent que ces troubles 10, c'est des maladies européennes, c'est des maladies de blancs, pour les blancs, mais ici en Afrique ou en RDC, c'est la maladie des riches. Non, c'est faux. C'est pas du tout la maladie des riches. C'est pas une maladie de blancs. D'ailleurs, c'est pas une maladie du tout. Maintenant, c'est clair que quand les enfants se retrouvent dans des écoles où les gens sont informés,
même un petit peu, le regard va être différent en fait. Voilà, et donc il y a des écoles où qu'on n'a pas pu atteindre. Et il y a des enseignants qui n'ont jamais entendu parler de cela. Maintenant, un répétiteur, par exemple, qui aime beaucoup son boulot et qui fait pas ça pour arrondir ses fins de mois seulement, bah, fatalement, il va reconnaître que oui, il a rencontré des enfants en difficulté qui ne fonctionnaient pas tout à fait comme les autres. Donc, il y a des gens qui expliquent cela. Donc, ça existe bien, en fait. Maintenant, quelqu'un qui a peut-être une situation un petit peu plus privilégiée, ben, fatalement, il aura accès plus facilement à l'information, en fait. Voilà. Et puis, quelqu'un qui pense à... qui se bat déjà pour les besoins primaires de son enfant, effectivement, il va peut-être pas se poser, la question du trouble 10. Il va se dire, voilà, je lui donne à manger, j'ai trouvé l'argent pour le mettre à l'école peut-être, ou il va à l'école et maintenant, voilà, c'est peut-être plus payant, mais l'école est censée faire son boulot. Simplement, quand les enseignants ne sont pas informés, fatalement, ils ne peuvent pas repérer. Et quand ils ne sont pas formés, ils ne peuvent pas aider. Normalement, on devrait aider nos enseignants à être spécialistes de la pédagogie et pas juste être formés en pédagogie générale. Maintenant, on doit arriver à autre chose. Et c'est clair que les projets qui envisagent de pouvoir devenir enseignant après des études secondaires, etc., mais fatalement, c'est ça qu'il faut. À l'heure actuelle, on doit travailler tous ensemble. Les pros de santé, les pros de l'éducation, les parents, les pros de la communication, de la culture, on doit tous travailler ensemble par rapport à cela. Voilà. Merci beaucoup, Madame Jessica. J'espère qu'à travers ce numéro, vous aurez compris que ces troubles 10, c'est en fait des troubles, ce n'est pas une maladie, parce qu'il y avait même des questions sur des médicaments. Est-ce que forcément, ils ont besoin de médicaments ou bien ils sont juste traités par le langage, la communication? Alors, beaucoup de parents posent cette question. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage. Ici, je rencontre des enfants avec des troubles de l'apprentissage et troubles du langage qui sont épileptiques. On a plus d'épileptiques. En tout cas, moi, j'ai rencontré plus d'épileptiques qu'en Europe et j'ai beaucoup questionné le neuropédiatre qui fonctionne avec nous. Et en effet, il y a plus d'enfants épileptiques. Donc, fatalement, si un enfant est épileptique, il va avoir besoin d'être traité pour son épilepsie. Sinon, ça ne va pas aider pour les apprentissages et le développement général, même du langage. Après, il y a des enfants TDAH, hyperactifs, qui ont réellement besoin d'un médicament. Mais pas tous. Et pas forcément. On a d'autres choses à mettre en place avant. C'est pour ça que les logopèdes orthophonistes travaillent avec les psychologues où on commence à envisager de plus en plus, en tout cas, le coaching des parents parce qu'il y a des programmes axés sur les parents, les enseignants pour pouvoir guider ces enfants hyperactifs notamment. Voilà. On espère vraiment qu'avec ce numéro de Le Saviez-vous, vous aurez compris en tout cas, et un autre regard, qu'on aurait un autre regard face à ces troubles en tout cas. Et on va finir cette émission, mais avant, on a une petite surprise. On a une petite surprise pour vous. On a posé des questions, on a donné des réponses, on a écouté les auditeurs. On va écouter une autre manière en tout cas de parler de ces troubles 10 ou de l'orthophonie et tout. Je laisse la magie faire avec Madame Jessica. Moi j'aime bien aller chez l'orthophoniste. On l'appelle logopède ou logopédiste. Moi j'aime bien aller chez l'orthophoniste. On l'appelle logopède ou logopédiste. Moi j'aime bien aller chez l'orthophoniste. On l'appelle logopède ou logopédiste. Moi j'aime bien aller chez l'orthophoniste. On l'appelle logopède ou logopédiste. Chez l'orthophoniste, petit ou grand, on va parler et raconter, écouter pour bien articuler. Chez l'orthophoniste, petit ou grand, on va parler et raconter, écouter pour bien articuler. Chez l'orthophoniste, petit ou grand, on va parler et raconter, écouter pour bien articuler. Écrire ou dessiner, jouer pour mieux penser, se tromper puis progresser.
respirer pour mieux chanter, lire avec plaisir, observer et analyser, réfléchir et surtout révéler ses qualités. On aime bien aller chez l'ortho. On aime bien l'orthophoniste, le logopède, logopédiste. On aime bien l'orthophoniste, le logopède, logopédiste. On aime bien l'orthophoniste, le logopède, logopédiste. Ouais. Ça prouve qu'on est dans une radio musicale, vraiment. Hein? On parle des troubles, mais on parle de troubles à travers la chanson. Pourquoi pas? En tout cas, c'était magnifique et c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, Madame Jessica Ikete. Je rappelle aux auditeurs qu'elle est elle est orthophoniste. Pour nous, on peut parler de logopède ou orthophoniste. Est-ce que vous avez un dernier message pour les parents, pour les enfants et pour les communs mortels qui ne savent pas c'est quoi tout ça? En fait, le message, il est identique pour tout le monde. C'est-à-dire que nous sommes tous très intelligents. Au moins 8 fois intelligents. Voilà, il y en a qui sont intelligents dans la musique, d'autres dans le dessin, il y en a qui parlent bien, il y en a qui écrivent bien, voilà. Alors tout ça pour dire, aussi, on dit, tout ça pour dire que on ne doit jamais croire que son enfant n'est pas capable de faire quoi que ce soit. En fait, on a tous en tout cas un talent. Qu'on soit autiste, qu'on soit dyslexique, qu'on soit tout ce qu'on veut. Voilà, on a tous un talent et c'est important de découvrir le talent de son enfant. Voilà, je veux dire, nous-mêmes, chez Orthokin, on a notamment un enfant autiste qui parle pas mais qui compose de la musique. On en a un autre qui dessine super bien. On a des enfants dyslexiques qui écrivent de super belles histoires parce qu'ils ont les outils. Donc, il faut absolument croire au talent de son enfant et ne pas laisser le poids de la société s'imposer à nous, en tout cas. Parce que c'est ça, la première réussite de son enfant, c'est de croire en lui et que ses parents croient en lui et donc de se sentir aimé, en fait, tout simplement. Voilà. On vous contacte comment? Comment on arrive à vous joindre? Aujourd'hui, on a écouté cette émission, on a besoin d'en savoir plus. Ou pourquoi pas emmener les enfants pour voir, faire des tests. Peut-être qu'ils ils ont des troubles 10, on ne sait jamais. Alors, le plus simple est de nous contacter soit par téléphone, idéalement par WhatsApp, donc au 082 91 28 888. Après, on nous trouve aussi sur les réseaux sociaux, donc il y a orthokin.fr et puis des tas de groupes où on entend à chaque fois le mot orthokin, Lude Orthokin, etc. Et puis, il y a des gens qui me contactent, moi spécifiquement, sur mon profil, et c'est Jessica Ikete Orthokin, en fait. Voilà, et je réponds, même si parfois je prends du temps, je réponds sur les réseaux sociaux, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Jessica Ikete, c'était un plaisir. On espère que c'est pas la dernière fois. On aura peut-être aussi l'occasion de venir voir ce que vous faites, en tout cas, Orthokin. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est tout pour ce soir, fidèles auditeurs. Le saviez-vous? Recevez, comme je l'ai dit, Madame Jessica Ikete, qui est logopède orthophoniste. Et nous avons donc parlé de troubles 10. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 19h pour un autre numéro. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répond. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM, ma première radio urbaine.